Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédago Flash. Donc ici Julien Maurice, du service Practice, et je suis aujourd'hui accompagné par Aurélie Dudésert. Donc on va vous présenter un dispositif qui a été mis en place et qu'on valorise ici à la fois à IMTBS mais également à l'extérieur, qui est la Business Ludo Party. Alors déjà Aurélie, ce que je vais peut-être te demander de faire, c'est de te présenter rapidement. Oui, alors bonjour, moi je suis professeure en management des systèmes d'information au sein du département Team et je travaille beaucoup sur la transformation digitale des pratiques de travail et j'accompagne beaucoup les managers au quotidien sur ces sujets. Ok, super, merci pour cette présentation. Et du coup, alors pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, alors tu as mis en place tu as fortement contribué, je dirais, à la mise en place d'un dispositif qui s'appelle la Business Ludo Party. Alors, est-ce que tu peux déjà nous détailler un petit peu, dans les grandes lignes, et puis après on ira de manière beaucoup plus détaillée, ce que c'est? Alors la Business Ludo Party, c'est un dispositif pédagogique qu'on a élaboré conjointement avec Olfa Chourabi et Imet Bougzala, qui est parti d'une idée. C'était que on devait former des étudiants sur des sujets émergents dans la pratique professionnelle, qui étaient beaucoup débattus dans la pratique managériale, et sur lesquels il y avait déjà beaucoup de travaux de recherche. Et donc il fallait qu'on trouve le moyen de transmettre aux étudiants à la fois l'intérêt d'étudier ça dans la pratique et en même temps de leur transmettre toutes ces connaissances académiques. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est de monter une activité pédagogique qui consiste à faire concevoir un jeu à destination des managers autour d'une thématique managériale émergente mais déjà bien étudiée en recherche. Donc on fournit aux étudiants toute une série de connaissances académiques qui doivent intégrer, transformer dans la conception d'un jeu à destination des managers, et ensuite on fait jouer les managers à ce jeu, on les fait jouer par les étudiants, c'est-à-dire les étudiants animent eux-mêmes le jeu qu'ils ont conçu et ils ont le retour des managers. Donc ils apprennent des managers sur leurs réactions et les managers apprennent des étudiants sur ce contenu un peu académique et un peu en avance sur des pratiques, qui émergent, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est ce que j'ai trouvé très intéressant et très original. En fait, l'idée justement de pas forcément, parce qu'en général, souvent ce qui va se faire, c'est qu'on va demander aux étudiants de créer par exemple des jeux ou des réalisations, et ensuite entre groupes d'étudiants ils vont se présenter ce qu'ils ont fait, etc. Donc c'est des activités pédagogiques très intéressantes, hein. Mais là je trouve que ça allait encore plus loin et je trouvais ça passionnant, le fait de cette fois-ci qu'ils ne présentent non pas entre étudiants mais vraiment à des personnes qui sont managers sur le terrain, qui ont une expérience professionnelle, etc. Et ça c'est vrai que je l'ai pas forcément vu, en tout cas de mémoire ailleurs, et c'est pour ça que je trouve vraiment original cette idée. Et justement, d'où est venue cette idée justement pour le coup de faire appel au terrain cette fois-ci, parce que finalement les managers qui participent, ils viennent comme s'ils venaient en formation, finalement, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, en fait, l'idée m'est venue du fait que j'avais donc toute une série. Moi, j'avais une compétence sur un domaine de recherche qui était sur lequel j'avais vraiment c'était mon expertise, et j'avais du mal à la transmettre à des étudiants parce que pour eux c'était assez désincarné, ils le voyaient pas forcément dans la pratique professionnelle. Donc, dans un certain nombre de cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir des praticiens et on leur montre, on dit aux praticiens, montrez que c'est intéressant pour les étudiants. Là, en fait, c'est des sujets qui sont émergents et qui sont débattus. En l'occurrence, la première fois que j'ai tenté l'expérience, c'était sur le thème de la transformation digitale des pratiques de travail. On était en 2019, donc il y avait peu de choses en fait sur le terrain réellement. Enfin, il y avait des choses, mais c'était pas très ancré. Et donc, je me suis dit, mais en fait, en discutant avec un collègue, le collègue m'a dit, mais tu devrais leur faire concevoir un jeu pour que ça rentre plus facilement pour eux, dans leur tête, pour les étudiants. Sauf que leur faire concevoir un jeu à partir de connaissances académiques, c'est intéressant, mais après, il faut que d'une certaine manière, pour eux, ça ait un sens.
Et si ils faisaient jouer le jeu à leurs camarades, en fait, ils allaient voir comment est-ce que le jeu accentuait la connaissance de leurs camarades, d'accord ? Mais en fait, ça ne faisait que valider des connaissances académiques. Donc là, l'idée, c'était de se dire, on va leur montrer que ça peut parler à des praticiens, et donc que d'une certaine manière, on va faire valider le jeu par des gens qui sont dans la pratique, qui ont des questionnements, qui sont confrontés à des situations, et ces personnes-là vont parler des situations professionnelles auxquelles ils sont confrontés, et du coup, ils vont se rendre compte que cette connaissance académique, qui est toujours un peu en avance par rapport à la pratique, mais pas trop, qui est en lien, quoi, va leur apporter, cette connaissance est utile pour eux en tant qu'étudiants, mais aussi pour les praticiens. Voilà. Donc je ne sais pas si je suis claire, mais enfin l'idée c'était ça. Si, complètement. Et c'est vrai que d'ailleurs on a ciblé notamment tous les types de pédagogie que tu mets en place par rapport à cette activité, qui sont mis en avant par rapport à cette activité. Par exemple, la pédagogie renversée, ça veut dire que c'est les étudiants qui font en quelque sorte le cours avec du contenu, on pourra en reparler, mais c'est un module de 54 heures quand même, donc oui. Ils ont des gens qui viennent leur présenter des choses, mais malgré tout, le fait de concevoir un jeu, ça les met dans le rôle des concepteurs, donc des personnes qui font en quelque sorte le cours. Bon, évidemment, on fait appel à des méthodologies de serious gaming, pour le coup, parce qu'ils créent vraiment un jeu, un escape game en général, ou des choses comme ça. Il y a également la pédagogie par projet, ça c'est quelque chose de plus généraliste entre guillemets, mais dans le sens où ils travaillent également par groupe, si je dis pas de bêtises, c'est bien par groupe. Ça, ouais. Et surtout, comme tu l'as dit, et là j'insiste là-dessus, c'est l'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage par les cas, c'est-à-dire le fait d'être confronté au réel, et ça du coup c'est, je pense, l'énorme plus-value finalement de ces dispositifs-là. Et alors je voulais savoir justement à quel type d'étudiants s'adresse d'ailleurs ce dispositif ? Alors c'est plutôt des étudiants qui sont au niveau master 1 ou master 2. Donc ici nous à l'école on l'a fait jouer, on l'a fait travailler à la fois sur un niveau mineur et après sur un niveau majeur, parce qu'il faut quand même qu'ils aient déjà une certaine autonomie, une certaine capacité de travailler en groupe quand même, parce que sinon l'investissement d'apprentissage est trop important. Mais après ça va très bien sur les deux niveaux. On a testé sur les deux niveaux et ça marche très bien. Génial. Et quels sont d'ailleurs les retours que tu as pu avoir, à la fois des retours de la part des étudiants qui font cet exercice pédagogique, parce que quelque part, ce n'est pas des étudiants qui sont voués, entre guillemets, à être ingénieurs pédagogiques, par exemple, ou à créer des dispositifs d'apprentissage. C'est que pour eux, c'est quelque chose d'assez original, ils auraient très bien pu passer complètement à côté. C'est un hasard finalement qu'ils sont amenés à créer un jeu comme ça. Déjà, quelles sont leurs perceptions de ce qu'on leur demande de faire ? Est-ce que pour eux ça leur semble utile ? Et ma deuxième question, c'est comment justement les managers de terrain ont perçu leur expérience d'apprentissage par ce biais ? Alors pour les étudiants, on a eu des retours globalement qui étaient positifs. D'abord, comme souvent sur ce type de dispositif, ils apprécient de travailler en mode projet parce qu'ils découvrent ce que c'est. Mais là, surtout, ce qui leur a beaucoup plu, c'est le dialogue avec les managers à partir de ce qu'eux ils avaient compris. Et c'est un certain nombre d'étudiants nous ont fait un retour qui était très intéressant, qui était de dire que notamment ils étaient au niveau donc master, au niveau donc mineur, chez nous c'est en deuxième année de PGE, ils commencent à avoir une certaine lassitude des études et ils se demandent à quoi ça sert finalement, qu'est-ce que ça apporte vraiment sur le terrain. Et là, ils ont vu l'intérêt finalement de mobiliser des connaissances académiques pour apporter des choses à des praticiens. Et ça, ils nous ont dit que d'une certaine manière, pour un certain nombre d'entre eux, pas pour tous, mais pour un certain nombre d'entre eux, ça les a réconciliés avec leurs études en se disant, mais finalement, ce qu'on nous apprend de façon un peu théorique, ça a une utilité et ça apporte des choses même sur des sujets émergents. Ouais, et puis c'est vrai que je t'avoue que même moi, je me souviens quand j'étais étudiant, moi j'ai passé un master dans technologie de l'éducation de l'information. J'avais l'impression que c'était très théorique et je me disais, mais en fait, quelque part, c'était juste un alibi pour pouvoir ensuite faire ce métier-là, mais avec le recul, on ne l'aperçoit pas tout de suite, entre guillemets, que ce qu'on a reçu comme enseignement, ça nous sert
même si quand on est étudiant, on a surtout envie de choses très techno, très techniques, très compétences, entre guillemets, applicables. Mais finalement, parfois, le fait d'avoir du recul, on se dit, non, c'est instinctif. Mais en fait, non, c'est pas instinctif. C'est que parce que tu as eu peut-être une formation qui t'a amené à faire en sorte que ça devienne instinctif, d'avoir des postures, entre guillemets. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience, entre guillemets. C'est bien que ça mette ça en avant. Alors pour les managers, peut-être tu veux que j'explique les retours qu'ils nous ont fait. Ce qui était intéressant pour les managers, donc on a fait une enquête, à chaque fois on fait une enquête auprès d'eux pour savoir ce qu'ils retiennent. D'abord, souvent ils découvrent pas, mais ils prennent conscience en fait de l'importance du sujet qui est traité. C'est-à-dire ils n'ont pas forcément perçu tous les aspects. Et les étudiants leur mettent la focale sur un certain nombre d'aspects. Surtout, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un regard extérieur et d'une autre génération, de gens qui sont nés avec toutes ces questions sur les technologies, sur l'usage des technologies, l'appropriation des technologies, et qui finalement, pour eux, pour les étudiants, il y a des choses évidentes, pour les managers, il y a des choses qui ne le sont pas. Et donc tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a des choses évidentes pour cette génération, que pour eux, ça l'est pas. Et donc, il y a un échange qui se crée entre les deux. C'est-à-dire les deux apprennent, mais les managers apprennent ça et apprécient en fait d'échanger avec des gens qui ne sont pas forcément dans la même culture qu'eux. D'accord, c'est vrai que du coup, c'est pas forcément descendant dans le sens, c'est pas les managers de terrain qui ont le savoir et qui vont donner leur expérience, etc., de sachant, entre guillemets, mais c'est vraiment une co-construction, c'est ça que tu expliques, c'est super intéressant. Et je voulais savoir plus d'un côté d'ingénieur pédagogique, qui m'intéresse aussi, ce côté-là, du côté technique. Justement, tu les fais créer un jeu, ce qui est quand même assez ambitieux de pouvoir créer des jeux comme ça. Je suis pas certain que tous les ingénieurs pédagogiques sont aujourd'hui capables parfois de faire ce genre de choses. Quels outils techniques ils vont utiliser? Est-ce qu'ils sont formés justement à utiliser ces outils, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'aspect vraiment pratico-pratique? Alors sur l'aspect pratico-pratique, on utilise deux outils principaux. D'abord Moodle bien sûr sur les aspects à la fois mise à disposition des ressources, mais aussi sur l'aspect dialogue et interaction avec eux très régulièrement puisqu'ils ont des étapes et des livrables intermédiaires à fournir sur les différentes étapes du jeu. Donc on a vraiment structuré l'activité en sous-étapes de jeu, ce qui leur permet eux de savoir où ils en sont et ce qui permet nous permet d'avoir un suivi, un accompagnement pour toutes les équipes. Donc ça c'est très important. Et ensuite l'autre outil qu'on va utiliser c'est Genially et on s'appuie sur un site qui a été développé pour justement accompagner la conception d'Escape Game sur Genially, qui fournit toutes les informations. Donc on fournit ce site aux étudiants et bien sûr, s'ils ont besoin d'éléments supplémentaires de notre part pour qu'on leur explique, ils se tournent vers nous. Voilà. Mais il y a un coaching qui est très important, c'est-à-dire le pédagogue dans ce dispositif est très impliqué. Ouais, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ce dispositif dont tu parles, c'est le dispositif, c'est le consortium Scape en fait, pour information pour les auditeurs, où effectivement on a on va dire un workflow, un processus qu'on peut mettre en place pour créer un jeu sérieux. Et au-delà de ça, ils ont créé des extensions en quelque sorte qu'on peut ajouter à Genially pour justement mettre de la gamification, par exemple pour cacher un objet qu'on va pouvoir gratter, pour mettre, je sais pas, un compteur de temps, une bombe qui explose, enfin voilà, des choses un petit peu... C'est très bien fait, c'est très très bien fait. Tout à fait, ouais. Non, c'est vrai que c'est un super outil. Écoute, en tout cas, du coup, c'est très complet parce que à la fois ils vont développer des compétences vraiment liées au cours en lui-même, qui est le management, finalement, sur la prise de recul, des bonnes pratiques, etc. Et en même temps, ils développent par la même occasion des compétences, je dirais technopédagogiques presque, finalement, parce qu'ils vont créer un jeu. Donc ça, c'est super intéressant. Je serais très curieux. Alors, j'imagine que tu n'as pas forcément de data là-dessus, mais peut-être que certains d'entre eux, ça va peut-être
faire naître des vocations aussi, pourquoi pas de formateurs. Voilà, ça peut être des choses vraiment intéressantes. Alors, juste là-dessus, en fait, nous aussi, on l'a fait pour les former justement à l'expérience utilisateur. Donc, une compétence qui n'est pas facile à transmettre. Et en fait, le fait de concevoir un jeu, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui sont évidentes pour eux dans la pratique d'un jeu, qui ne le sont pas forcément pour d'autres personnes. Et donc, ils apprennent à se mettre à la place du joueur. Et donc, ils apprennent comme ça vraiment l'importance de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire de qu'est-ce que c'est que vivre une expérience. Donc, c'est toute cette compétence qui est aussi en management liée à la compétence de décentrement, se mettre à la place de l'autre pour être capable de le manager, de l'encadrer. Donc, c'est aussi tout ça qui travaille et qui... Donc, c'est pas... leur apprentissage, si tu veux, ne va pas uniquement leur ouvrir des perspectives sur tiens, je peux m'épanouir en concevant un jeu, mais ça peut aussi leur ouvrir des perspectives. Tiens, je peux m'épanouir par exemple en créant un nouveau produit, un nouveau service, etc. Mais il faut que je pense à l'autre, il faut que je pense à celui qui va utiliser, etc. Ouais, finalement, ça développe presque des compétences aussi de product owner, par exemple, ou du designer, des choses qui vont peut-être être amenées à faire en tant que chef de projet dans des équipes. Voilà, c'est des étudiants qui peuvent travailler dans le domaine de la SI, etc. Donc ça fait sens, effectivement. Écoute, super, en tout cas, moi je trouve que c'est ultra complet, en tout cas, comme initiative. Est-ce que tu aurais peut-être des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit? Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose que tu voudrais ajouter pour ce podcast? Oui, alors peut-être pour les collègues qui veulent mettre ça en place, d'abord, évidemment, ils peuvent se tourner vers nous pour s'ils veulent des éléments. Mais moi, j'ai 2 conseils à leur donner. S'ils se lancent dans ce dispositif, il faut d'abord qu'ils soient sûrs de trouver des managers joueurs, parce que évidemment, l'enjeu, c'est quand même de faire jouer. Sinon, pour les étudiants, ça a peu d'intérêt. Enfin, ça a un intérêt, mais c'est moins impliquant. Et l'autre chose, c'est qu'il faut quand même être conscient que pour le pédagogue, c'est un très fort investissement, à la fois pour accompagner les étudiants, mais également pour mobiliser les managers, organiser l'événement qui est vraiment l'événement de jeu, qui doit permettre que tous les jeux soient testés, etc. Donc voilà, il faut quand même mesurer que c'est un dispositif qui est assez lourd, qui est très efficace, mais assez lourd. Effectivement, donc et là, dans ce que tu dis là, pourquoi ne pas imaginer un groupe de travail qui travaille finalement sur ces projets-là, avec aussi une possibilité pour l'enseignant de déléguer certaines tâches de type logistique, entre guillemets, qui prennent aussi beaucoup de temps au-delà de la pédagogie. Ça, je pense que c'est un point important finalement à souligner. En tout cas, merci Aurélie pour cet apport, merci beaucoup. Ce que je ferai, c'est que je mettrai, d'ailleurs, je mettrai ton lien peut-être LinkedIn. Je sais pas, tu as ton LinkedIn, donc c'est Aurélie du Désert pour les auditeurs. Et puis je mettrai également donc le lien éventuellement vers d'ailleurs Skype, parce qu'on en a parlé par rapport à l'outil. Et puis, alors je sais pas si jamais tu veux, t'as d'autres ressources, on pourra éventuellement les mettre en lien. Sachez que d'ailleurs les jeux sont pas forcément, d'ailleurs je crois, accessibles. Mais voilà, on a quand même, aujourd'hui on a combien de jeux, juste pour terminer un petit peu ce podcast, aujourd'hui t'en aurais combien à peu près? Je pense qu'il y a en tout, il y a une douzaine de jeux qui ont été créés. Alors après, comme ce sont des jeux créés par des étudiants, ils n'ont pas tous le réflexe de les conserver, donc parfois ils suppriment les liens des jeux, etc. Donc on les a pas tous nous, mais en tout cas on a vu tous les scénarios et on a regardé leur utilité. Ok, parfait, donc on mettra tout ça également en lien. Et je vous remercie en tout cas, je remercie encore une fois Aurélie pour sa venue, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédago Flash.